5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Un nouveau mercredi où on va parler d'éco, là aussi, une fois de plus au sens large du terme. J'ai la chance ce soir d'accueillir des représentants de l'Office international de l'eau. Ça faisait un moment que je voulais voir qui étaient ces gens. Pour tout vous dire, je ne connais pas du tout l'Office international de l'eau, donc on sera tous pareils. En fait, ce soir, on va tous apprendre grâce aux deux personnes qui sont dans le salon. Alors rien, vous entendez un petit bruit, c'est pas grave, on va rien vous cacher, hein, c'est tout simplement que on devait couper les téléphones et puis vous savez ce que c'est, bon voilà. Alors j'espère que vous m'entendez, que ça fait pas comme la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu un gros souci de son. Cette semaine, j'espère que ça va mieux. En tout cas, merci de vous faire connaître et de me dire si oui ou non vous entendez bien, si vous voyez bien. Pour commencer, comme chaque semaine, on va remercier les partenaires, la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, Limoges Métropole et la Chambre de métier et de l'artisanat de la Haute-Vienne. Voilà, hop, je fais le petit, vous avez l'habitude maintenant, hein, le petit écran pub un peu, là vous avez un QR code, ce QR code vous amène vers le site emploi-nouvelle-aquitaine.fr. Je rappelle que vous pouvez déposer vos offres gratuitement, vous pouvez déposer vos CV gratuitement, vous pouvez télécharger les CV gratuitement également. Écoutez, il paraît qu'on a du mal à trouver du travail, à trouver des candidats. Allez-y, vous risquez rien, c'est gratuit. Donc allez-y, vous scannez le QR code et puis c'est parti. Allez, je vous les présente, ils sont deux, mais en fait ils sont trois, puisqu'il y a un de leurs collègues qui va intervenir en visio, pas en visio, en enregistrement, pardon. Donc tout de suite, je vous le dis tout de suite, Marc-Yvan Laroy ne s'appelle pas comme ça. J'ai fait une bêtise, Marc-Yvan Laroy, ça prend un E à Laroy. Il y a quelqu'un, je ne peux pas vous dire qui, c'est un truc, c'est secret. Elle a commencé à me tirer les oreilles, avec raison, bien sûr, parce que je me suis trompé. Marc-Yvan, vous m'en voulez pas? Non, pas du tout. Et c'est pas moi qui ai tiré les oreilles. Non, c'est vrai que c'est pas lui. C'est pas non plus Julie Reynaud. Comment ça va, Julie? Ça va très bien, merci. En forme? Bien installé? Très bien installé. Bien. Marc-Henri Laroy, vous êtes directeur commercial, marketing et communication à l'Office international de l'eau. Vous allez nous dire un peu en quoi ça consiste, ce que vous faites. Et puis Julie Reynaud, vous êtes chargée d'études et de formation, déchets et économie circulaire. Hein, c'est toujours j'ai remarqué là quand j'ai reçu les prépas, c'est des choses assez à rallonge. Hein, vous avez beaucoup, sans doute que vous devez beaucoup travailler pour avoir des postes à rallonge comme ça. Un univers très particulier que cet Office international de l'eau. J'espère qu'après l'émission, vous aurez eu la possibilité, hein, pendant l'émission, de poser des questions. On va commencer tout de suite. Hein. Moi, je vais aller très simplement. Je vais me tourner vers Marc-Henri Laroy. Marc-Henri, qu'est-ce que c'est que l'Office international de l'eau? Vous avez le temps, expliquez-moi tranquillement, expliquez-nous tranquillement ce que c'est. Regardez, il y a des diapos, c'est fabuleux. Alors c'est Marc-Yvan en fait. Hein, c'est Marc-Yvan et je vous ai dit quoi? Marc-Henri. Marc-Henri. Eh bien ça commence bien, c'est une bonne soirée, c'est impeccable, tout est bon. Allons-y Marc-Yvan. Il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que l'Office international de l'eau? En fait c'est une association. C'est une association loi 1901, déclarée d'utilité publique, mais aussi une association de protection de l'environnement. Et elle s'inscrit dans des missions, hein, qui sont des missions de porter le savoir sur l'eau, et en particulier la connaissance, les compétences, et puis également les meilleures méthodes de gestion de l'eau. Et ça, c'est nos missions en France et dans le monde entier, puisqu'on intervient à peu près sur tous les continents et dans de très nombreux pays, une centaine de pays. Alors, pour que j'en sache un peu plus, ça fait combien de temps que l'Office international de l'eau a été créé et pour quelles raisons? Pourquoi on crée une structure comme celle-là? C'est quoi? C'est le souci de l'eau déjà ou quoi? Alors c'est le souci de l'eau, donc qui est déjà ancien. Et en fait, alors l'OIO, l'Office international de l'eau,
a plus de 30 ans, puisque ça a été créé en 1992. Mais en fait, ça a été une fusion de 3 organismes qui étaient eux-mêmes plus anciens, qui étaient, bon, je ne vais pas les citer, mais qui en fait, l'un d'entre eux existait depuis 1949 et commençait à stocker en fait les données et les informations sur l'eau. Il y avait un autre organisme qui s'appelait le CEFIG, qui était orienté sur la formation et la recherche sur l'eau autour du périmètre méditerranéen. Et puis il y avait la Fondation de l'eau qui a été créée dans les années 70, à la fin des années 70, et qui avait en charge en fait de promouvoir la formation continue aux gestes métiers de l'eau pour les professionnels. Et alors, comment s'est créée un petit peu cette Fondation de l'eau? Elle a suivi une formation qui est historique aussi, sur Limoges, qui était une des premières formations initiales, universitaires, qui s'était ouverte à Limoges, qui était la filière de l'eau à Limoges, à l'université. Et les enseignants de cette filière de l'eau à Limoges, en début des années 70, ont porté l'idée de créer une fondation pour la formation tout au long de la vie professionnelle. Et est née comme ça la Fondation de l'eau, qui ensuite est devenue l'Office international de l'eau, avec d'autres activités qui se sont greffées. Et pourquoi Limoges? Pourquoi Limoges au départ? Est-ce qu'il y avait une chose en particulier ou une personne en particulier ou... Alors oui, enfin, Limoges parce que justement il y a eu cette formation universitaire qui a été précurseur en fait dans la formation et qui a surfé en fait sur la création qui a suivi la création de la première loi sur l'eau en 64, qui a commencé à développer les activités et les métiers de l'eau. Et puis il se trouve qu'il y avait un métier qui apparaissait, qui était le contrôle en fait des stations d'épuration. C'était tout neuf dans le début des années 70. Et il fallait former ces contrôleurs des stations d'épuration. Et c'est comme ça que ça s'est créé à Limoges. Alors Limoges, pourquoi? Parce que c'était certainement le centre de la France. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a eu une décision politique, une aide aussi, une implication politique des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse pour initier ces formations. Très bien. Alors, les gens comme moi, qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans le secteur de l'eau, on voit bien l'eau, on nous dit d'économiser un peu l'eau, très bien, on parlera de tout ça, mais en fait, derrière l'Office international de l'eau et derrière l'eau, il y a tout un écosystème qui est très important en termes de formation, en termes d'emploi. Alors, on a là sous les yeux une première diapo autour de l'emploi, 124 000 ETP en 2020, on y reviendra un petit peu plus précisément, mais les emplois autour de l'eau, c'est des emplois à tous les niveaux. Alors c'est des emplois absolument à tous les niveaux, ça va de l'ouvrier qualifié à l'expert et au directeur de services d'eau, par exemple. Donc ce sont des métiers qui sont très variés, il y a plus d'une centaine de métiers, même voire plusieurs centaines de métiers si on englobe tout. Les 124 000 ETP dont on parle, donc équivalent temps plein dont on parle, et ne compte même pas les canalisateurs, c'est-à-dire les travaux publics qui rentrent dans le domaine de l'eau. Donc on a effectivement en France un écosystème de métiers qui est très important. Alors, je ne vais pas me tromper ce coup-ci, on va passer à autre chose. Marc-Yvan Laroy avec un E. J'ai bien dit Marc-Yvan, c'était bon. Là, j'avais bon. Là, j'avais bon. On va dérouler. Alors, n'ayez pas peur, et ce n'est pas un cours, c'est simplement qu'on a des visuels là, donc on va s'appuyer, mais on n'en aura pas toute l'émission, vous verrez, on aura d'autres choses. J'imagine un gros morceau, on est presque dans l'actualité, parce que l'autre jour, le président a annoncé des choses par rapport à l'eau, en tout cas, a donné des orientations. Je ne sais pas, vous êtes mieux placé que moi pour me dire s'il a pris des décisions ou pas, c'est plutôt des orientations. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur les grands enjeux de l'eau en France et dans le monde aujourd'hui? Alors, c'est Marc-Yvan qui est à l'écran, mais si Julie veut rajouter des choses, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Alors, Marc-Yvan. Alors, il y a beaucoup d'enjeux, en fait. Moi, je voudrais revenir, c'est un petit peu en dehors de cette diapo-là, on va revenir après à la diapo, mais il faut se souvenir que l'eau est un bien inaliénable pour l'humanité, en fait, et l'accès à l'eau fait partie des objectifs de développement durable internationaux.
Il y a l'accès à l'eau et il y a l'accès également à un assainissement correct. Or, actuellement, si on regarde un petit peu au niveau mondial, il y a encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable réellement et correctement, et 4 milliards de personnes qui ne bénéficient pas d'équipements d'installation de traitement ou même de sanitaire correct dans le monde. Donc il y a des enjeux qui deviennent sanitaires, qui sont très importants. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près, on estime à 300 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent de maladies hydriques. Ces maladies hydriques proviennent justement de ces défaillances, en particulier de l'assainissement, mais aussi de l'eau potable. Donc voilà, on a vraiment des enjeux sanitaires. Après, on a un autre enjeu, c'est que c'est un bien commun, et l'eau est un bien commun, et c'est un vecteur. Alors c'est un vecteur de maladie hydrique, on vient de le voir, mais c'est aussi un vecteur de développement, c'est un vecteur de bien-être, c'est un vecteur de biodiversité, c'est un vecteur économique très important. Sans eau, l'économie régresse. Donc on a vraiment cet enjeu très très fort de maîtriser, de contrôler dans le bon sens, c'est-à-dire de surveiller, de protéger l'eau comme vecteur positif. Et puis il y a aussi des inquiétudes qui sont liées par exemple au changement climatique. Alors, il ne tombe pas moins d'eau sur Terre. Globalement, il tombe chaque année la même quantité d'eau sur Terre. Simplement, elle ne tombe pas de la même manière, elle ne tombe pas aux mêmes endroits. Donc, elle tombe de façon plus forte, et puis on a des périodes de sécheresse plus longues. Mais donc, la disponibilité des besoins, en particulier pendant les périodes de sécheresse, c'est là où on a le plus besoin d'eau. Et conclusion, on se retrouve avec des stress hydriques très importants, et des populations qui subissent ce stress hydrique. Et puis en plus, cette eau est mal répartie. Alors effectivement, sur ce slide-là, on voit qu'il y a à peu près 9 pays qui trustent la majorité des ressources en eau. Et puis on voit aussi qu'en 2050, on sait qu'on aura une 50aine de pays en stress hydrique profond, avec des impacts sur les populations, sur la santé humaine, sur les déplacements de population également liés au changement climatique. Et donc cet effet du changement climatique, ces risques de disponibilité des ressources en eau, liés au changement climatique en particulier, mais ça amène aussi des effets compliqués, complexes, dangereux, et même des notions de conflits. Des conflits qu'on va retrouver dans le monde, avec des zones vraiment où certains conflits sont très très proches de conflits armés et sont liés à l'eau. Alors on a des émeutes en Inde, on a le conflit israélo-palestinien est aussi fortement lié à l'eau. On a même le conflit ukrainien actuellement qui a des enjeux de l'eau très importants. Donc des risques de conflits dans le monde et des risques de conflits plus territoriaux, plus localisés, avec ce qu'on appelle les conflits d'usage. Donc là, c'est les conflits entre les différents usages de ces ressources, c'est-à-dire des conflits entre les populations urbaines, les populations rurales, l'agriculture, l'industrie. Là, on devient dans une notion de difficulté de partage de l'eau, et donc avec la naissance potentielle de conflits. Voilà, si vous êtes comme moi et que vous ne connaissiez rien, on en sait un peu plus. Mais on va y revenir. On va passer un petit spot. Et puis, j'ai une ou deux petites questions. Je voudrais que Julie nous parle un petit peu aussi. Et on va voir. Allez, un petit spot avec la CCI 23. Alors je crois que tout le monde comprend aujourd'hui qu'il y a des enjeux, même si on ne les comprend pas tous. Vous êtes des spécialistes. Et justement, je voulais savoir un petit peu, par exemple, vous, Marc-Yvan, comment on en arrive à travailler à l'Office international de l'eau? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites ça sera là et pas ailleurs? Ah, la question est intéressante. Ah, vous voyez? La question est intéressante, alors je vais prendre mon cas personnel. Eh ben oui, puisque c'est à vous que ça s'adresse. Et puis après, parce que Julie, elle sourit, mais après, ça va être son tour. Vous voyez? Alors, très clairement,
Donc moi, je suis rentré à l'office il y a 13 ans à peu près. Je n'étais pas du tout directeur commercial. J'étais en charge des missions d'appui de l'office, qui est une des activités de l'office. On y reviendra vraisemblablement tout à l'heure. Et j'ai un parcours qui est plus scientifique et technique. D'accord. J'ai plutôt, en fait, j'ai un doctorat plutôt de chimie microbiologie déjà lié à l'eau. D'accord, donc vous avez bien bossé à l'école quand même, on peut le dire. Et puis, effectivement, j'étais dans l'ingénierie, c'est-à-dire que j'étais dans la maîtrise d'œuvre sur des installations liées à l'eau aussi, des stations d'épuration, des canalisations. Comment on arrive à l'office? En fait, on fait un peu le bilan de ce que l'on a fait avant, de l'intérêt que l'on a porté à nos métiers avant. Et puis on arrive à l'office parce qu'on est dans une association qui porte des valeurs, qui porte un sens associatif. C'est quoi les valeurs de l'OFI? Les valeurs de l'OFI, de l'Office international de l'eau, pardon. Les valeurs de l'Office, il y en a une première, c'est la transmission. C'est la transmission des savoirs, c'est la transmission des compétences, c'est la transmission des bonnes pratiques. Et puis les autres valeurs que l'on peut et que l'on trouve, c'est l'indépendance. C'est-à-dire l'indépendance d'esprit, l'indépendance d'expertise, l'indépendance de conseil. D'accord. Et puis une troisième valeur que l'on peut mettre en avant, c'est quelque part la transparence, en particulier la transparence dans l'accès à l'information et dans l'accès aux données. Alors quand on a fait des métiers qui sont des métiers de recherche ou qui sont des métiers d'ingénierie, en particulier à la suite des métiers d'ingénierie, on a envie de transmettre, on a envie d'embrasser aussi ces valeurs-là, ces valeurs de transmission quelque part, que représente vraiment l'Office. Et puis il y a aussi un autre intérêt, une autre aventure, qui est aussi l'aventure internationale, forcément, puisque l'eau c'est tout à fait passionnant d'essayer d'apporter, ne serait-ce qu'une petite pierre à l'édifice de la montée de l'accès à l'eau dans le monde entier. Donc il y a cet aspect-là, l'OIO n'est pas une association de développement, d'aide au développement ou une ONG classique, mais par contre on a notre rôle bien sûr très clairement dans les pays. D'expertise, de transmission, de conseil, de formation. Et donc on participe effectivement à essayer d'atteindre ces objectifs de développement durable sur l'accès à l'eau ou l'accès à l'assainissement. Très bien, très bien. Une association avec des valeurs et énormément d'expertise. Julie, vous, pourquoi l'eau? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, l'agriculture, la mécanique, pourquoi l'eau? Alors justement, pourquoi l'eau et aussi du coup les déchets? Parce qu'en fin de compte, dans mon parcours, donc moi je suis aussi locale un peu, j'ai fait l'ENSIL, l'école d'ingénieur de Limoges, donc traitement des eaux et des déchets. Et donc moi je me suis destinée au départ à aller dans le monde des déchets, dans le secteur des déchets, le traitement des déchets, la gestion. Pourquoi? C'est quoi? Non mais je pousse un peu, mais c'est quand même bizarre comme désir. C'est quoi? C'est par esprit citoyen, c'est par esprit écologique, ou c'est quoi? Ou c'est une appétence Alors après, chacun a ses propres convictions, bien sûr, mais c'est vrai, voilà, les miennes, effectivement, c'est effectivement une appétence pour le milieu de l'environnement, savoir ce qu'on pouvait aussi donner du sens aussi initialement, et puis d'être un peu plus concret, en fait. Alors, contrairement à Marc Yvan, moi, j'étais plutôt dans l'exploitation et le traitement dans un grand groupe sur la partie gestion des déchets pendant une vingtaine d'années, où j'ai exploité des sites de tri, d'usines d'incinération et choses comme ça. Et puis là, l'envie, justement, après 20 ans d'exploitation, l'Office international de l'eau offre l'opportunité de pouvoir faire partager son savoir. Aujourd'hui, c'est ce qui a pu me manquer, malgré ma formation initiale, c'est de parler à des experts, à des gens qui connaissent ce que je fais, ce dont je parle, puisque, comme vous le dites, parfois, quand on est technique ou trop technique, en fait, on ne trouve pas trop en face de gens ou d'interlocuteurs. Et là, l'Office international de l'eau, c'est une opportunité, alors parce qu'il y a une thématique déchets aujourd'hui à l'Office, et puis aussi, je suis aussi dans l'épuration, donc traitement des eaux usées, où je peux aller aussi vers ces niveaux aller dans des diagnostics, des choses comme ça. Et là, en fait, on est là pour aider à comprendre et à mieux appréhender et comprendre les enjeux et les contextes, en fait. Et ça, c'est assez motivant et intéressant. Très bien. Impeccable. Ça manque pas de sens. Vous êtes dans une structure, effectivement, qui est pleine de sens. Avant qu'on déroule un peu plus, quand même, allez, une petite question. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, je l'espère, je ne sais pas, il n'y a pas de question. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment en danger par rapport à la gestion de l'eau?
Est-ce qu'il y a un vrai danger aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans une situation, alors je vais me placer du point de vue de l'information. Vous savez, l'information, à un moment donné, si vous écoutez l'information, demain c'est la fin du monde, il n'y aura plus d'eau, il pleut plus, etc. C'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il y a une accélération là, ces derniers mois des dangers potentiels climatiques, etc. Bon, j'ai l'impression qu'on se retrouve en pénurie d'un seul coup de plein de choses. Est-ce qu'on a mal géré l'eau jusqu'à présent, les ressources en eau jusqu'à présent, ou est-ce qu'effectivement la situation climatique assez soudaine ou l'augmentation de la température fait que, oui, maintenant on est vraiment en danger? Qu'est-ce que vous pouvez me dire l'un et l'autre? J'attends pas une réponse exacte. Voilà, la vision que vous en avez et que vous pouvez partager au sein de l'Office international de l'eau. La notion de danger est toujours compliquée. C'est-à-dire que est-ce que c'est un danger vital, à quel endroit et pour quelle population? Donc il y a des pays en danger, mais en danger mortel, par manque d'eau, par... Mais c'est pas nouveau ça. Mais c'est pas nouveau, mais ça s'accélère. D'accord. On a effectivement une quantité de pays qui souffrent absolument énormément de ce manque d'eau ou de ce manque d'hygiène lié à l'eau. Et on est en danger en termes d'activité économique aussi. Donc y compris dans des pays comme les nôtres, en Europe, on a des dangers économiques qui sont liés à l'eau, qui sont réels. Après, est-ce qu'on a mal géré l'eau? Je ne crois pas. On a un modèle français sur l'eau qui est certes ancien, qui va fêter ses 60 ans, qui est un modèle assez pertinent en gestion par bassin hydrographique, c'est-à-dire une gestion logique par rapport aux ressources en eau. Et c'est d'ailleurs un modèle français qui s'est exporté de façon très importante. Simplement, on est obligé d'adapter ce modèle parce qu'il a 60 ans et parce que le changement climatique nous donne nous donne un petit peu des cheveux blancs pour la suite. Pour ceux qui en ont, bien sûr. Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont des cheveux. Et effectivement, on a besoin d'adapter et de trouver de nouvelles méthodes et peut-être même de retour à des bons sens d'utilisation de l'eau. Alors honnêtement, je ne pense pas qu'on soit en danger. Par contre, si on ne fait rien, si on n'agit pas, si on n'intègre pas des solutions qui sont très nombreuses, eh bien, effectivement, on aura un danger, en tout cas chez nous, des dangers économiques. Alors, on va en parler justement tout à l'heure, on va revenir dessus, mais Julie, vous en pensez quoi? On en est où aujourd'hui? Alors, on verra un peu plus tard avec vous justement comment on peut faire pour limiter sa consommation d'eau ou en tout cas l'utiliser intelligemment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors effectivement, je pense qu'il faut raisonner en termes de territoire et de lieu, parce qu'on ne peut pas parler de l'eau en Europe comme on en parle dans les pays en voie de développement. Sur la partie gestion de l'eau, je pense qu'il faut effectivement maintenant penser à rationaliser et revoir les modèles. Effectivement, aujourd'hui, on a une consommation qu'il va falloir modifier. Il va falloir travailler sur ça. J'ai tendance aussi à ramener ça en parallèle aussi sur les déchets, parce que c'est un peu la même problématique. C'est qu'à un moment, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. La meilleure eau, c'est celle qu'on utilise correctement pour les bons usages. Et donc l'idée, c'est de retravailler au quotidien sur ces éléments-là. Et puis sur la gestion de l'eau en général, en France, effectivement, je pense pas qu'il y avait des choses mal gérées. Je pense qu'on est un pays où on gère quand même relativement bien l'eau. Et qu'il y a des contrôles très réguliers, très souvent. Enfin, je veux dire, c'est assez suivi. Donc effectivement, le mot danger est un peu fort. Mais malgré tout, il faut penser beaucoup plus, alors long terme qui devient maintenant court terme. Et on a du mal aujourd'hui à intégrer ça. Et oui, on s'est habitué, à avoir l'accès facile, etc. Bon, ceci dit, ça fait plaisir de vous écouter tous les deux parce que je trouve que ça déculpabilise un petit peu, parce qu'en ce moment, quand on dit il faut économiser et tout, un peu derrière, on entend parce qu'avant vous n'avez pas fait assez attention, et voilà, c'est pas tout à fait ce que vous dites, et c'est plutôt intéressant. Merci beaucoup pour ce point-là. Marc-Yvan, vous avez déjà un peu abordé ça, je voulais qu'on aille un petit peu plus loin sur la filière des métiers, les métiers de l'eau, grande variété de métiers, des besoins en personnel, allez-y, lâchez-vous, là il y a de quoi dire. Alors, il y a de quoi dire, effectivement. En fait, on a besoin de beaucoup de personnes dans les métiers de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a une pyramide des âges par rapport aux postes actuels qui sont pris dans les métiers de l'eau qui est défavorable. Donc,
Donc en gros, on sait qu'il nous faut entre 13 000 et 15 000 personnes à embaucher dans les 4 ans à venir. Or, ces 15 000 personnes formées spécifiquement au métier de l'eau, on ne les aura pas par la formation initiale, etc. Donc il faut qu'on invente beaucoup de choses. Et il faut qu'on attire du monde aussi. Donc il y a deux aspects. Il y a le côté quantitatif, comment produire, comment former. Alors comment former, on est là pour. Donc on va faire un petit peu de publicité. C'est clair, on va bien en parler. Et pas forcément là pour, c'est-à-dire qu'on va être obligé effectivement d'aller chercher des profils qui sont peut-être un peu plus généralistes et les former et les spécialiser. Une fois, voilà, une fois dans la filière. Une fois embauchés ou une fois recrutés. Alors, c'est quoi ces métiers? D'abord, de quels métiers on parle? Parce que les métiers de l'eau, vous l'avez dit, on n'inclut pas les canalisateurs, mais quels sont les métiers dont on parle? Alors on a des métiers en tension, alors je vais essayer de pas les oublier. Mais je les ai sous les yeux, hein. On ne cache rien aux gens. Voilà. Hein. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Une petite anti-sèche qui va m'aider, mais en fait, on a 8 métiers en tension dans le domaine de l'eau. C'est les électromécaniciens, les techniciens d'instrumentation et de mesure, les automaticiens, les responsables de l'ordonnancement, c'est-à-dire la planification des actions, des travaux, etc. Des techniciens ou des ingénieurs d'études sur des projets de travaux, par exemple, d'études techniques. Un métier très important, alors, que l'on appelait technicien SIG, un système d'information géographique, qui devient maintenant un métier plus technique, plus innovant, qui est le géomaticien, c'est-à-dire un métier qui permet de croiser des données de différentes natures qui sont toutes spatialisées quelque part ou géopositionnées et qui permettent de donner une aide à la décision. On a aussi des besoins beaucoup en technico-commerciaux, notamment dans les services d'eau, mais aussi dans les autres acteurs liés à l'eau. Et puis beaucoup d'agents d'encadrement en termes d'exploitation, en termes de maintenance, sur les services d'eau comme également les entreprises de travaux, par exemple. Donc ça, c'est 8 grands métiers en tension où c'est très problématique de recruter. Ouais. Et puis il se trouve, et là on va être un petit peu négatif et en même temps un peu positif, il se trouve que l'attractivité du secteur de l'eau jusqu'à présent a été un peu mise à mal. C'est-à-dire qu'un électromécanicien, c'est souvent tourné vers l'industrie, c'est souvent tourné vers d'autres secteurs. Or, on voit arriver le secteur de l'eau, on l'a dit, on le répète, et c'est ce qui fait aussi notre parcours, porte du sens. Et si l'on regarde un petit peu les générations actuelles, dans le cadre de la recherche d'emploi, dans le cadre d'un métier, il y a une quête de sens de plus en plus forte, beaucoup plus que les générations précédentes. Donc il faut créer des vocations aussi en appuyant sur cette quête de sens qui est évidente dans le domaine de l'eau. Donc voilà, on a des besoins, on a une attractivité à travailler et on a des vocations à susciter. Très bien, une filière là aussi pleine de sens, hein, avec des enjeux importants, effectivement. Avec tout ce que vous nous expliquez, il y a plein de dimensions qui font que demain, un jeune ou les parents de ces jeunes, ou peut-être des moins jeunes, il ne faut pas oublier les personnes qui se réorientent aussi, peuvent trouver leur bonheur dans la filière de l'eau. Julie, tac, regardez, plein écran. Julie, vous, la formation, c'est important, hein, préparer les professionnels de demain. Présentez-nous un petit peu, c'est un gros sujet quand même à l'Office international de l'eau, la formation. Oui, tout à fait, c'est historique, hein, comme l'a dit Marc-Yvan tout à l'heure. L'Office international de l'eau, ça fait 30 ans qu'elle existe, même un peu plus maintenant. Et la partie formation est depuis la naissance de l'Office international de l'eau au cœur des sujets, puisque l'enjeu, c'est la transmission, le savoir, du savoir et du partage de connaissances. Donc l'idée, c'est de pouvoir partager les innovations en amenant un avis objectif, en faisant des comparatifs, permettre aux stagiaires en fait de pouvoir
avoir différentes visions ou vues techniques et de pouvoir derrière, éventuellement, dans leur futur métier, savoir quelle pratique ou quel usage, quelle technique utiliser. Et donc à l'Office, on a 350 formations. C'est énorme. C'est 350 formations proposées aujourd'hui sur toutes les thématiques. Alors quand on parle de 350 formations, alors pour les gens qui sont un peu comme moi, c'est pas facile. On n'est pas forcément sur 350 formations qui vont de date à date, pour des gens qui ne connaissent pas le métier, etc. J'imagine qu'il y a tout un volet de formation continue, ou en cours d'emploi, des choses comme ça, qui s'adressent aussi aux professionnels. Il y a effectivement, éventuellement pour des débutants, pour les parcours, il y a bien sûr des stages découvertes pour les gens qui arrivent dans le monde de l'eau ou dans le monde des déchets. Et puis, ce sont des formations métiers, principalement, qui s'adressent quand même aux professionnels qui souhaitent approfondir leurs connaissances, monter en compétences. Et ça peut être effectivement des cursus, il peut y avoir des niveaux. On a des modules 1, 2, 3, en fonction de l'expertise attendue, donc en fonction de ce qui est voulu, soit par le salarié, soit par son entreprise. Aussi, ça peut être un parcours de formation, on inscrit ça dans des parcours pédagogiques. Et puis, donc les 350 thématiques de formation, c'est l'eau potable, l'assainissement, déchets, économie circulaire, mais on a aussi au total à peu près 250 sessions qui sont réalisées, et elles sont réalisées en présentiel sur Limoges, donc dans nos locaux, à l'Office international de l'eau, mais aussi à la souterraine, puisqu'on a aussi un site où on a des salles de formation, et on parlera des plateformes pédagogiques. C'est vrai. Et on peut aller aussi chez le client, faire des formations. C'est aussi ça un peu l'intérêt, c'est de mettre à disposition, parce que nous, on est 35 formateurs experts, donc sur nos thématiques. Donc c'est quand même un atout assez important, puisque on est sur des personnes qui peuvent répondre à quand même une majorité de sujets. Et donc on peut aller chez le client, leur faire une formation, soit personnalisée, on peut à leur fonctionnement s'ils le souhaitent, sur leurs propres installations, sur leur site, voilà, ou alors décliner une formation plus généraliste s'ils le souhaitent, s'ils ont un pool d'agents qui est disponible. Il faut quand même avoir un certain nombre de personnes présentes, une dizaine. L'objectif, c'est toujours d'être dans la pédagogie et d'avoir de la partie, bien sûr, salle, mais aussi la partie travaux pratiques, travaux dirigés, cas pratiques. Voilà, on tient beaucoup à ces notions de mélange de présentiel et de partie plus généraliste. Très bien. Eh oui, vous dites alors ce centre, etc. Bon, on va le voir. On va le voir. Mais d'abord, un spot pour Limoges Métropole. Et puis, on le voit, le site, c'est promis. Voilà, je vous avais promis qu'on verrait le site, et bien écoutez, c'est parti.
Quel bel outil. Hein, c'est rien de plus visuel. Visuel, c'est le mieux pour pouvoir appréhender tous les sites. 45 000 mètres carrés de plateforme. Donc effectivement, 45 000 m² de plateforme sur le site de Limoges et de la Souterraine, où on a pu... alors on a formé au total à peu près 6 000 stagiaires, alors pas que sur ces plateformes, mais au total c'est 6 000 stagiaires par an qui passent à l'Office international de l'eau. Et sur ces plateformes pédagogiques, en fait, on a effectivement la possibilité de réaliser des travaux pratiques. Donc à Limoges, on a un hall technique, où vous avez des bancs d'utilisation de comptage, vous avez des pompes aussi pour faire de la maintenance, pour faire du montage et du démontage, et puis la détection de fuite du matériel qu'on va pouvoir utiliser à l'extérieur, où on a un réseau souterrain qui permet de simuler des fuites, enfin de simuler, de créer des vraies fuites, pour effectivement aller au plus près et faire utiliser le matériel aux stagiaires. Et sur la Souterraine, en fait, c'est un site où on est vraiment sur, pareil, TD et TP, avec un site, une station d'épuration à l'échelle 1. Donc on peut travailler vraiment, on peut faire travailler les stagiaires sur une installation concrète. Ils peuvent se tromper, puisqu'en fait, on n'est pas là pour vraiment épurer l'eau. Et on fait aussi une station d'eau potable. Et donc là, ça permet de pouvoir faire travailler les stagiaires vraiment en situation comme pour apprendre les gestes métiers. Donc des formations, hop là, hop. Donc, ah ben oui, bien sûr, il fallait bien des mauvaises manipulations, c'est moi. Hein, tu vois. Donc des formations extrêmement pratiques et extrêmement adaptées à la réalité. Tout à fait, oui. On essaye, on a des réseaux aussi de pose de canalisation, on réalise des certifications en espace confiné. Donc vraiment tout ce qui a trait au milieu de l'eau, tous les métiers. Voilà. Je vous l'avais dit, on a la CCI aussi qui est partenaire, donc on va lancer le spot et puis après on passe à autre chose, c'est promis. Marc-Yvan, l'OIEO, c'est comme ça qu'on dit ? L'OIO. L'OIO. Voilà, l'Office international de l'eau, c'est quand même mieux de le dire comme ça. C'est plein d'activités en fait. Oui, il y a beaucoup d'activités en fait à l'OIO, ou l'Office international de l'eau. Voilà. Il y en a 4. Elles sont regroupées en 4 pôles, on l'a vu, on a vu la formation. Il y a aussi l'appui technique et institutionnel qui se déploie vraiment en France et dans le monde entier. Il y a également la gestion de l'information et les données, et puis aussi des activités de réseautage, c'est-à-dire de création et d'animation de réseaux d'acteurs. Alors on peut peut-être les préciser un petit peu. Allez-y. Et en particulier, l'appui technique et institutionnel, ça représente une activité très diverse. Donc l'OIO est impliqué à la fois dans des expertises techniques, et on est appelé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va être appelé, on va faire l'expertise, on va essayer de remettre en route un ouvrage, par exemple, auprès d'un industriel, auprès d'une collectivité. Et puis on va également faire de l'appui institutionnel qui, lui, va se porter auprès du ministère des Ressources en eau dans certains pays, auprès de sociétés nationales d'eau. On va pouvoir être impliqué dans des jumelages. Dans ce cas-là, on va porter en fait le message des institutions françaises aussi à l'international. Ça, on est plutôt dans la gouvernance, c'est-à-dire l'appui à la mise en place de gouvernance, la mise en place de police de l'eau, la mise en place de réglementation. On est sur du conseil. Dans certains pays. Voilà. On est vraiment dans l'accompagnement des institutions des pays pour mettre en place des méthodes de gestion des ressources en eau importantes. Mais cet appui aussi, toujours institutionnel et technique, ça comporte aussi des implications de l'OIO dans de nombreux projets, notamment des projets multipartenaires européens, souvent liés à l'innovation. Et là, on est très souvent leader de très gros projets qui peuvent être de 15 partenaires européens ou de 40 partenaires européens et africains ou d'autres zones dans le monde. Et là, on agit sur de la promotion de l'innovation et quand je parle d'innovation, ce n'est pas que l'innovation technique, hein. Il y a l'innovation technique, mais c'est aussi l'innovation en termes de gouvernance, en termes de méthode, en termes de partage de cette ressource en eau.
Donc ça, c'est vraiment un pôle très important. Et puis l'autre pôle très important, dont on verra tout à l'heure la capsule de Dimitri, oui. c'est vraiment la gestion des données et plus largement que les données, la gestion de l'information et la mise à disposition de l'information, qui est un enjeu majeur d'ailleurs en termes d'action nationale ou internationale. Très bien, Julie. Ça va être à vous, là. Vous allez nous donner justement un exemple concret de chantier, de travail. Alors, c'est une première, on va voir ça. On va essayer de manipuler un site en direct, puisqu'on va ici, on est d'accord, tac. Alors, parlez-nous un peu de la STEP de Limoges. Alors, la station d'apparition de Limoges Métropole, donc actuellement, ils sont en plein travaux de modernisation, de remise en état aussi des équipements. Et l'idée aujourd'hui, c'est par la remise, la modernisation, des équipements, c'est de faire aussi des économies et de limiter la consommation énergétique. Donc c'est un projet qui est assez important. Et donc nous, on a répondu à l'appel d'offres avec Aegis, Bureau d'études qui répond. Et nos missions dans ce projet auprès de Limoges Métropole sont multiples. Donc on a 3 axes. Un axe sur l'appui justement de la quantification énergétique. Pour essayer, évidemment, quand on veut faire de la diminution d'énergie, il va falloir la compter. Donc comment compter aussi avec à l'intérieur de la station, comment ça se passe. Avec des partenaires, on travaille sur ça. On fait aussi la partie donc communication. Donc c'est ce que vous êtes en train de montrer, où les objectifs sont multiples, puisque c'est de faire à la fois rayonner en fait les différents travaux qui sont mis en œuvre, et puis la politique aussi de l'eau de Limoges Métropole, et puis d'expliquer aussi qu'est-ce que c'est le chantier, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les modifications qui vont avoir lieu. Et ça permet, ça peut avoir un impact bien sûr national quand on est sur un site internet, mais c'est aussi un impact local, puisque l'idée c'est aussi de rassurer les riverains, rassurer les gens qui sont autour de cet équipement et qui ne le connaissent pas, parce que on parle de STEP, donc effectivement je me permets d'expliquer ce qu'est une station d'épuration. On n'est pas sur de l'eau potable. L'idée, c'est en fait nos réseaux d'assainissement, tout ce nous aujourd'hui, notre eau usée qui sort de nos habitations, va directement dans cette station d'épuration, parce qu'on ne peut pas la rejeter directement au milieu naturel sans la traiter auparavant. Donc la station de Limoges, elle traite l'équivalent de 250 000 équivalents habitants pour pouvoir renvoyer, avant de l'envoyer dans le rejet milieu naturel qui est la Vienne, de réaliser différentes phases de traitement. Donc le site internet présente cet aspect communication un peu pédagogique pour expliquer ce qu'est une station d'épuration, et en même temps on suit, comme vous pouvez le montrer, les différentes actualités sur les travaux, les enjeux importants, la modification du traitement. Là on voit les bouts de stations d'épuration maintenant vont être déshydratés avec des centrifugeuses et non plus des filtres presse. Voilà, il y a des modifications, et l'impact aussi. L'idée c'est aujourd'hui les bouts étaient méthanisés, mis dans un digesteur pour créer du biogaz, et ce biogaz aujourd'hui il va être réinjecté sur le réseau GRDF. Donc c'est aussi une innovation, ça se fait maintenant de plus en plus, mais donc c'est vraiment une première pour Limoges, et aussi c'est de mettre en avant ces innovations techniques. Incroyable, hein. Alors, tac, ça c'est bon, voilà. Bon, ça s'est pas mal passé le site, c'était ça. Si vous voulez voir le site, c'est le www.step-du6lm.fr. Tout à fait. Il est bien plus complet que ce qu'on a vu là, mais là il y avait quelques illustrations. Merci beaucoup, vous le faites avec beaucoup de passion. Ah oui, non, ça, c'est pas pour rien que vous êtes dans la formation, c'est impeccable. Vous nous le disiez tout à l'heure, on va parler de Dimitri Meunier, qui est annoncé dans l'émission, puisqu'il nous a enregistré une petite vidéo. Donc on va la regarder, et puis on va parler justement de cette mission de gestion et de diffusion de l'information. Après la petite vidéo, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Dimitri Meunier, je suis en charge de la direction de données, connaissances et systèmes d'information à l'Office international de l'eau. L'eau est apportée par les pluies, elle est alimentée par les cours d'eau, les nappes souterraines, via les écoulements et infiltrations. En France métropolitaine, plus de 30 milliards de mètres cubes d'eau sont utilisés pour les villes, les industriels, les centrales hydrauliques, l'agriculture, les activités de loisirs. Pour mieux gérer l'eau, il faut connaître son cycle naturel et les écosystèmes. Il faut donc engranger une grande quantité d'informations,
Depuis 30 ans, l'Office international de l'eau collecte ces données à travers le web, les sécurise à travers son data center, les traite avec les logiciels qu'il développe, et toutes ces données-là, ces informations-là, sont utilisées par les professionnels et les citoyens. L'OIO, association reconnue d'utilité publique, anime les réseaux d'acteurs pour inventer la future gestion de la connaissance sur l'eau et son environnement. Voilà, en fait, cette émission se termine comme ça, hein, maintenant, tout simplement parce que la dernière partie a vu un incident technique et le son n'a pas été enregistré sur le dernier quart d'heure. J'espère néanmoins que tout ce que vous avez entendu sur cette première partie vous aura donné l'occasion, l'envie en tout cas, d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de l'Office international de l'eau. Je suis désolé pour cet incident de son. On va prendre quelques vacances et puis ça ira mieux au retour des vacances. Merci beaucoup de votre compréhension.